Les Tiens, du mois d'avril, les pépites sur les animaux de compagnie. CAI Astrid Matran, bonjour, j'espère que vous êtes en grande forme en ce début du mois d'avril. Alors, commençons donc après les jolies ingestions de chocolat donc de nos fêtes de Pâques. Faites bien entendu que je vous souhaite de profiter pleinement avec le soleil, la famille et tout ce qui va ensemble. Alors, eh bien, cette semaine, donc aujourd'hui, petit récapitulatif en fait, comme toujours, des extraits les plus croustillants, les plus attendrissants en fait, en séance de communication animale intuitive, toujours pour pouvoir éveiller les consciences, donner différentes projections en fait en termes de compréhension, puisque eh bien, comme nous le savons, tout est une question aussi de perspective, et le but est de vous en apprendre un petit peu plus dans ce sens-là. Alors, nous avons donc Julius, donc fameux chien de laboratoire sur lequel j'ai eu l'occasion, bien entendu, de faire un accompagnement sur le long terme, qui, eh bien, il faut quand même savoir qu'ils sont dans des cages, en fait, lorsqu'ils vivent dans un laboratoire, et donc, voilà, au même endroit, eh bien, ils vivent, et ils font aussi tout ce qui est vidange, nettoyage, etc. Donc, excréments, etc. Donc, il n'y a pas forcément de zonage, bien souvent, bien, pas de zonage particulier par rapport à toutes ces fonctions, on va dire. Donc depuis qu'il est arrivé donc, chez ses propriétaires, eh bien parfois il arrive malgré un conditionnement qui est mis en place par ses propriétaires, et bon sang à quel point ils sont investis, c'est incroyable, pour toutes les 2 heures, eh bien, le mettre dehors pour faire pipi, l'accompagner avec le chien de la famille, justement pour voilà, qu'il commence à prendre l'habitude, puisque c'est vraiment pas inné chez lui, par rapport à ça. Sauf que bah, de temps en temps, il aime bien lever la patte, même de temps en temps, même bon maintenant ça va mieux, mais avant c'était assez souvent, lever la patte dans la maison. Voilà, donc faire un petit pipi par-ci, un petit pipi par-là, parce que il y a aussi la problématique d'avoir peur et de rentrer en fait dans la maison. Donc maintenant ça va mieux, mais ça a été quand même un long travail. Et puis la problématique des bruits. Donc du coup, voilà. Mais surtout, en fait, il n'avait pas forcément conscience, même pas du tout, que faire pipi dans la maison, c'était pas génial. Donc je lui dis, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Bah parce que c'est pratique. OK. Bah oui, oui, c'est super pratique en fait. Bon, moi j'ennuie, voilà, je fais pipi. OK, d'accord, très bien. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe si, bah moi, je passais ma vie à faire pipi dans ton panier ou dans l'endroit où tu aimes et tout, ça te plairait? Ah mais non, mais c'est pas question. Ah non, jamais de la vie, il faut faire ça. Ah bah ouais, bah c'est un peu ce que tu fais. Donc non, en fait, c'est pas vraiment trop autorisé de faire ça, même pas du tout. Et alors ce qui est marrant en plus, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler donc, sur le chien avec lequel il vit pour d'autres problématiques. Qui, lui, ah non mais c'est bon là, franchement, il pisse à l'intérieur et tout. Je lui dis que c'était pas bien, faut pas faire ça. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire de voir à quel point ils peuvent communiquer entre eux. C'est assez incroyable. Alors donc cette fois-ci c'est sur une épagnole en Suisse, que j'ai eu l'occasion de travailler, puisque donc ben, cette demoiselle malheureusement suite à la disparition de son maître, elle a changé de foyer, et elle est venue donc vivre chez la compagne en fait de ce monsieur, et ce monsieur donc il a un chat. Voilà, enfin cette dame en fait elle a un chat, bon, sachant qu'ils se croisaient de temps en temps, donc lui en fait a vraiment l'habitude des chiens. Mais le peu de fois qu'ils se sont rencontrés, elle était tellement en mode je sais pas gérer, je sais pas comment il faut faire, c'est quoi les chats, je sais pas, j'ai envie d'être que ce soit mon copain, mais je sais plus, j'y arrive pas. Et puis alors du coup, ça fait un espèce de rebond, euh, enfin voilà, de rebond énorme, elle lui saute dessus. Alors autant vous dire que, à différence de taille, de poids, bah, le chat forcément, oh, au secours, au secours, au secours, voilà. Donc du coup, il a fallu travailler sur les deux, enfin surtout sur la chienne, pour lui apprendre voilà, à les déverrouiller au niveau de tous les mécanismes, tout ce qu'il y avait à déverrouiller pour qu'elle soit plus calme en lien avec son passé, etc. Travail de deuil et tout. Et donc très enthousiaste, elle a très très envie, donc lui expliquer aussi comment un chat ça fonctionne, donc, et puis travailler par plein de leviers différents pour amoindrir en fait cette intensité émotionnelle de je sais pas y arriver, je gère pas, je sais pas comment ça fonctionne, je panique, et puis pouf, c'est un feu d'artifice quand elle le voit. Voilà. Et donc lui, je lui pose la question, mais ça te plairait d'avoir des meilleures relations avec elle? Alors le chat, très stoïque. Non mais en fait, ça dépend vraiment d'elle. Voilà, ça dépend comment elle va se comporter. Ok, bon, voilà, ça c'est clair. Genre, non mais c'est bon, moi je sais gérer et tout, par contre elle sait pas du tout gérer, donc en fait ouais, clairement ça dépend d'elle. S'il a fait des efforts et tout, ça peut le faire, mais sinon ça dépend d'elle. Voilà. Donc j'ai adoré, j'ai trouvé ça excellent comme réponse. Euh, alors oui, alors, donc j'ai eu quelques séries là dernièrement de chats, qui alors combien donc, grâce à des propriétaires, grâce à des associations qui sont investies et qui permettent à ces chats sauvages, de trouver une maison, de ces chatons, de pouvoir avoir une belle vie, d'avoir accès à des ressources et accès à de la sécurité, à de l'amour, à de l'affect, tout ce qu'ils connaissaient pas jusqu'à présent. Alors, eh bien c'est vrai que
c'est pas toujours très simple dans la mesure où, quand ce sont des chatons qui sont nés à l'état sauvage, qui sont nés aussi avec des mamans qui sont bien souvent jeunes, qui vont leur transmettre aussi l'information que, eh bien, c'est dangereux, l'humain est un danger. Puis il y a un peu un phénomène d'épigénétique, hein, au fur et à mesure des générations de chats sauvages, il y a comme une crainte qui devient supplémentaire, une association aversive assez intense par rapport à l'humain. Et puis souvent, ce sont des chats qui ont été attrapés par l'humain, donc ont été séparés parfois de leur famille, du moins alors dans leur tête, hein, ou pas. Parfois, c'est la maman qui disparaît avant, etc. Et forcément, c'est très compliqué pour eux parce que ils se retrouvent dans des postures de fuite en fait, où, ils se sentent pas en sécurité en présence de l'humain. Donc là, il y en avait un qui, bah, un très, très joli chaton en fait, un chat de 1 an, qui 1 an et demi qui, bah, fuit ses propriétaires complètement en fait. Pour lui, c'est trop compliqué d'avoir un contact, trop proche, ne serait-ce qu'une main tendue, sans forcer à quoi que ce soit. Il se réfugie, il fait pipi sur le canapé, quand les maîtres sont là et quand il est pas là, en gros, il s'éclate tout seul, il joue, il s'amuse et puis dès que les propriétaires rentrent, il se terre et puis il a peur. Donc il y a eu ça. Et puis alors, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai travaillé sur une autre chatte qui, elle, vivait avec un jeune chat qui a une vie similaire, mais par contre, lui, c'est quelque chose qu'il a bien, bien vécu, dans le sens où il a pas été spécialement, trop impacté, on va dire. Alors après, bon, elle avait eu des expériences un peu plus traumatisantes que lui, mais c'est vrai que ça peut être parfois surprenant parce qu'en fait, ils ont un niveau de résilience qui est pas tout à fait le même. On peut mettre, sur une portée de 6 chatons, chacun peut avoir exactement la même expérience de vie. Pour certains, ça va être terrible, hein, en termes d'insécurité, en termes de danger, de tout ce qu'on veut, et puis d'autres, bah, ça va en fait, ils arrivent à s'adapter, donc il y a vraiment, voilà, ce phénomène de résilience-là qui est, de tempérament, de personnalité. Malgré une expérience de vie commune, la réaction peut être totalement différente. Et donc sur cet autre binôme-là, donc, alors c'était assez drôle, hein, parce que c'est une demoiselle qui a plusieurs années, 5 ou 7 ans, je ne sais plus. Donc la propriétaire, vu qu'elle l'avait vu un peu descendre dernièrement, elle s'est dit: «Bon, bah, alors on il y a un petit chaton là, que je peux récupérer», enfin et cetera, donc sauvage. Donc lui, elle lui a donné le prénom d'une corvette ou d'une Porsche, enfin voilà, je donne pas le prénom des animaux pour, respect, mais donc pour dire à quel point il ronronne, il est fort et puis il arrête pas de faire l'imbécile tout le temps. Il est jeune, donc il saute en fait sur l'autre chatte, qui vraiment le vit pas bien, donc du coup, j'ai dû bosser sur elle en fait, hein, parce qu'elle était vraiment pas bien du tout. Donc pareil, beaucoup dans la fuite, recroquevillée, pas spécialement heureuse, même si elle a bonne interaction avec sa maîtresse, mais pas bien quoi, vraiment pas bien. Et puis finalement, ça a permis d'aller lever donc pas mal de choses dans son passé, hein, ce qui fait que ça y est, on retrouve de la sérénité, de la joie de vivre, et on quitte en fait cette tristesse, cette mélancolie-là, par rapport à tout ce qu'elle a pu avoir dans le passé, toutes les peurs, hein, de se refaire abandonner, d'être à nouveau séparée, et puis peur de perdre sa place, etc. depuis l'arrivée de ce chaton. Et bon, il va se calmer, t'inquiète pas, avec l'âge. Ah bah alors ça c'est une super bonne nouvelle, hein, parce que franchement, j'en ai marre. Alors c'est parfois, quand on me contacte, enfin parfois, souvent quand on me contacte, hein, pour des problèmes de compatibilité congénère, notamment chez les chats, c'est vrai qu'il y a ce phénomène parfois d'un côté, on a des chats qui sont presque en début de gériatrie, voilà, et ils se retrouvent d'un seul coup au jardin d'enfants. Donc c'est un petit peu difficile de gérer tout ça, surtout que c'est des chats qui n'ont pas forcément vécu avec d'autres chatons dans leur vie, et ça fait un mélange de dynamique, d'énergie et de tonicité qui n'est pas la même. Du coup, ça peut être un peu compliqué, ça peut donner lieu à des situations qui sont parfois pas évidentes, parce qu'en fait, ça les saoule, quoi, à un moment donné, d'avoir ces jeunes là qui sautent dans tous les sens, qui n'arrêtent pas, qui sont des piles électriques, et puis eux qui ont envie d'être peinards, quoi. Donc, et qui comprennent pas forcément, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là, qu'est-ce qu'il fait dans tous les sens. Donc, c'était un petit peu ça. Enfin, tout ça pour dire qu'heureusement, il y a un travail qui peut être fait, en fait, hein, pour vraiment, vraiment venir aider, en fait, les traumatismes, le passé, en fait, des chats «sauvages», entre guillemets, qui sont pris en charge dans des très belles familles. Voilà, ça peut prendre du temps, en fonction, bah, de ce qu'eux aussi mettent en place, mais on peut vraiment avoir mais voilà, pas besoin non plus d'avoir 36 000 séances en 1 ou 2. On peut déjà arriver à de très, très beaux résultats, et fort heureusement, ça existe pour les rendre plus épanouis, plus sereins et plus heureux, dans leur vie. Alors, hem, donc un chien en Suisse, hein, qui lui aussi est sorti de la rue, et puis ses propriétaires sont partis pendant un long moment à l'opposé du monde, malgré des absences répétées où il a l'habitude, puisqu'à chaque fois il est pris en charge par des amis et cetera. Et ben, il s'est mis à développer une espèce de potomanie, enfin boire de façon hyper intense. Donc le vétérinaire le prend en charge, le vétérinaire dit: «Il y a rien».
pas d'infection urinaire, pas de problème. Et donc le chien, en fait, alors en général, on peut voir ce type de, enfin, j'ai l'habitude de ce type de comportement, mais plutôt, bah, forcément, quand les animaux ont accès à des ressources, à une gamelle, ils vont parfois bah, combler ce manque par de la nourriture. Et là, vu que lui, il n'a pas accès à la gamelle en permanence, et ben, du coup, c'était l'eau. Donc, forcément, qu'est-ce qui se passait? Bah, il se mettait à pisser, parce qu'en fait, bah, c'était trop, en fait. Il buvait de l'eau, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et du coup, il se retrouvait à faire des incidents dans la maison. Donc alors il était pas très content lui-même parce que c'était la première fois que ça lui arrivait, il comprenait pas ce qui se passait et cette fois-ci, en effet, vu qu'il y a eu l'arrivée d'un bébé avant, il y avait eu des changements et ben, du coup, tout ce qu'il arrivait à gérer jusqu'à présent en termes d'abandon, de séparation et ben, là, il le gérait plus, quoi. Il le gérait plus et ça avait donné lieu à ce comportement-là. Alors c'est assez surprenant, c'était la première fois que j'avais à travailler sur ce type de problématique-là, mais voilà, c'est maintenant il va mieux et donc c'est pour dire parfois, en fait, on se pose plein de questions, on se dit: «Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui se passe?» Et même lui était énervé de se dire: «Mais c'est la première fois que je fais ça, je comprends pas, ça m'énerve». Voilà et donc oui, bah, eux-mêmes sont surpris. Alors dans la même problématique de là, j'ai le berger australien d'1 an et demi qui se met à faire pipi caca la nuit parce qu'il a des terreurs nocturnes. Donc pareil, lui aussi, il est pas bien parce que, en fait, ça leur ils se rendent bien compte de ce qui se passe, de ce qu'ils font et ça génère une anxiété, un stress supplémentaire parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas comme d'habitude, que c'est difficile pour eux, qu'ils se reconnaissent pas, que c'est un malaise quand même de faire ça alors qu'ils le faisaient pas avant. Donc voilà, donc c'est pour vous dire un petit peu, beh, quand ils font ça, vraiment, c'est qu'il y a un stress intérieur qu'ils ne comprennent pas forcément souvent. C'est du multifactoriel et c'est assez confus, non? Il faut faire tout un travail pour justement voir, bah, un par un, petit à petit, enfin, au cours de la séance pour que, on traite, hein, comme c'est millefeuille, toujours on descend, on descend, on descend et donc voilà, donc en effet, ça peut donner parfois lieu à de la malpropreté, hem, au sein du domicile. Et puis, alors il y en a qui sont assez incroyables. Donc pareil, choc, trauma, ils sont bloqués au stade de développement au niveau des phases et ils considèrent encore dans la tête que ce sont des grands chatons. Donc là, j'en ai eu 2 la semaine dernière, c'était trop marrant. Donc il y en a un, c'était: «Ah ouais, mais je me disais quand même que c'était quand même bizarre que je sois un grand chaton encore» parce que à 2 ans quand même, ah je suis content, hein, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Et un autre pareil qui était super content donc de se dire: «Mais en fait, mais c'est trop bien, bah ouais, je suis plus un chaton, mais je suis un adulte. Mais c'est trop cool et ça veut dire quoi? Du coup, ça a changé quoi?» Enfin, parfois, il y a des réactions qui sont très, très surprenantes et qui sont vraiment excellentes, par rapport à ça. Alors, dernière transmission d'informations sur un très joli teckel qui, s'est mis à mordre à plusieurs reprises ses propriétaires dans des situations complètement différentes, donc pas vraiment de lien de corrélation pour comprendre en fait le pourquoi du comment, du point de vue extérieur en tout cas. Donc c'est pour ça que le propriétaire m'a demandé d'intervenir et heu donc alors pour vous dire à quel point ça peut aller loin sur le multifactoriel. Pour donner un exemple, donc ce chien en fait donc mord, hein, et puis mord, saute, et puis, il tient quoi, hein, il lâche pas. Donc là les propriétaires se sont inquiétés, donc ils ont commencé par le faire stériliser alors qu'il a 7 ans, enfin donc voilà, donc travail en communication animale a été fait, bien sûr au niveau du vétérinaire et puis moi j'ai conseillé un accompagnement avec un comportementaliste, hein, parce qu'il y a aussi un problème au niveau de alors pour les donc au niveau de l'autorité et cetera, il y a peut-être aussi des choses à aller voir par rapport à la gestion du quotidien. Là, le comportementaliste, vient bien entendu être, un allié fantastique pour mettre en place des choses pour qu'il puisse aussi comprendre au niveau hiérarchique, clairement, quelle est sa place. Parce que, pour faire court, sur ce qui a entraîné ça, c'était qu'il avait une colère latente très profonde, notamment, par le fait qu'il n'était pas à sa place dans sa portée, d'accord? Il se sentait pas à sa place dans sa portée. Il se sentait comme impuissant par rapport à tout ce qui lui arrivait parce que, bah, en fait, il n'arrivait pas à gérer. Donc cette impuissance-là, en fait, a quelque part créé un mécanisme d'autoprotection de «je veux contrôler, je veux gérer», sauf qu'en fait, hein, bah, c'est des choses que, c'est pas lui de gérer sa sécurité, clairement. Problème aussi sur, la frustration, arrive pas à gérer sa frustration. Je suis en colère d'être en colère, je sais pas gérer, ça m'énerve. En plus, quand on me dit non, ça veut dire qu'on ne m'aime pas, puisqu'il avait associé ça au sein de la portée avec sa mère, que c'était comme si elle ne l'aimait pas dans sa tête quand il y avait un non. Donc tout ça, plus ça, plus ça, plus ça, et je me sens pas à ma place. Du coup, vu que je me sens pas à ma place dans ma famille, alors qu'il l'était, hein, mais il faisait un espèce d'écho en fait à ce qu'il pensait quand il était petit, bah du coup on doit se suraffirmer encore plus de c'est moi qui décide, et puis j'aime pas, je veux vraiment avoir raison, dans le sens où il faut que j'aime pas, enfin, il faut vraiment que, enfin, dans cette frustration-là, c'est la difficulté de,
quand les choses se passent pas comme je décide, donc un, on m'aime pas et 2, il y a aussi cette histoire de place, hein, de sécurité, de contrôle. Donc tout ça, ça vient s'ajouter donc les uns avec les autres, qui fait que, bah, ils switchent, ils gèrent plus en fait, ça dégoupille. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a vraiment tout plein de choses qui peuvent en effet rentrer en ligne de considération, hors problématiques neurologiques et cetera, bien entendu suivies par le vétérinaire. Mais l'émotionnel en fait est très, très important parce que là, ça déborde et puis ça déborde tellement que, bah, la solution, c'était celle-ci. Donc après, il a fallu aussi proposer de la mastication puisque le chien n'avait pas d'exutoire possible pour qu'il puisse aussi apprendre à s'autogérer. Enfin voilà, il y a tout plein de choses en fait auxquelles, hem, eh bien, tous ces éléments déclencheurs, vous voyez, sont nombreux finalement. Donc voilà, voilà, bah écoutez, très, 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 très belle semaine à vous et à très bientôt! Et surtout, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce ou des commentaires ou des suggestions. C'est avec un grand plaisir. À très bientôt.